Face à l'actu, Abdelkrim Branine. Face à l'actu, je reçois ce soir Salim Ben Abdeslam. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous deviez être avec nous sur le plateau. Vous avez eu un petit problème de transport. On va donc faire cette interview au téléphone. Salim Ben Abdeslam, vous êtes député tunisien, vice-président du groupe parlementaire État-Cathol. Avec vous, nous allons faire un point global sur la situation en Tunisie, en commençant par la situation politique. Plus de 6 mois après l'élection de l'Assemblée constituante, quel est l'état d'avancée des travaux de cette Assemblée par rapport à la feuille de route prévue à la base? Salim Ben Abdeslam. À ce jour, les commissions ont commencé à travailler. Elles ont été mises en place au mois de février. Il y a six commissions constitutionnelles. Il y a 8 commissions législatives et 3 commissions spéciales. Bon, je vais me contenter de parler des commissions constitutionnelles dont le travail a commencé généralement par et une sorte de présentation des différents sujets sur lesquels les députés devront travailler, de façon à ce qu'ils puissent s'approprier, mieux connaître les sujets sur lesquels ils auront à travailler, sachant que, je me permets quand même une remarque, que tous les députés élus à l'Assemblée constituante de Tunisie aujourd'hui sont des députés qui n'ont pas d'expérience, par définition, c'est quelque chose qu'il faut signaler quand même, et ne sont pas tous juristes, par exemple, ou constitutionnalistes. Donc ce qui fait que pour cette tâche, qui est quand même une tâche historique, une mission historique que nous avons à faire, il faut quand même bien posséder les sujets sur lesquels on a travaillé. Donc nous avons commencé par cette phase d'audition, une phase de discussion, et je pense que bientôt, les commissions pourront commencer à rédiger les premiers articles de la Constitution, enfin un premier jet. Et je dois ajouter une chose, le président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Ben Jaffar, a annoncé que le 23 octobre, la Constitution devrait être bouclée. C'est une date indicative, bien sûr. 23 octobre, c'est un an jour pour jour après les élections de la Constituante. C'est une date indicative. Nous allons essayer de tout faire pour nous y tenir. Si on ne s'y tient pas, eh bien, ça sera comme les élections qui ont eu lieu, qui devaient avoir lieu le 24 juillet, qui ont été un peu reculées, mais qui, somme toute, se sont bien passées. Donc, si la date doit être dépassée, elle doit l'être le moins possible. C'est ce sur quoi nous sommes engagés aujourd'hui avec le peuple tunisien pour la majorité des partis présents. Alors, première mouture donc de cette constitution prévue pour le 23 octobre, ce sera l'anniversaire de ces élections. Vous avez évoqué le manque d'expérience de certains députés. Bien entendu, ça peut excuser beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a, par exemple, des points de divergence entre les différents partis qui sont dans cette assemblée constituante, des points de divergence qui bloquent les choses? Salim Ben Abdeslam. Alors, les divergences, c'est normal. On est en démocratie. Tout le monde s'est présenté enfin, je dirais. On s'est présenté avec des programmes différents. Et maintenant, on est à la recherche d'un consensus. Bon, je vais quand même vous dire comment doit se passer les débats sur la Constitution. Il y aura une première lecture où on discutera des articles par article. Pour les adopter, il faudra une majorité de 50% plus 1, c'est-à-dire la majorité des députés, c'est-à-dire 109 sur 217. Et une deuxième lecture où il faudra voter sur les 2 tiers sur l'ensemble du texte, majorité des 2 tiers. Et si cette majorité, donc ce qui suppose un certain consensus large, si cette majorité des 2 tiers n'arrive pas à être retrouvée, on passera au référendum. Donc la recherche du consensus est permanente, parce que ce qu'on doit dire, c'est que cette constitution doit être une constitution pour tous les Tunisiens qui représentent le plus grand nombre, on va dire, si ce n'est tout le monde, et pas la constitution d'un parti. Alors les points de divergence, pour répondre à votre question, oui, il y en a eu, et il y en a toujours, notamment sur ce que doivent être les sources de la loi, et sur le type de régime. Alors, sur le type de régime, je vais peut-être être plus rapide. Le parti qui a le plus grand nombre de sièges, le parti Ennahda, est favorable à un régime parlementaire. Ce sur quoi mon parti État-Cathol, comme le CPR, qui est un autre parti de la coalition gouvernementale, comme d'autres partis qui aujourd'hui ne siègent pas au gouvernement, ne sommes pas d'accord. Il n'y a pas d'accord sur la Constitution entre les partis de la coalition gouvernementale. Ça mérite d'être souligné. C'est un accord de gouvernement, pas d'accord sur la Constitution, chacun défend son programme et chacun cherche son alliance. Nous défendons un régime mixte, c'est-à-dire qu'il y ait des aspects parlementaires et un aspect présidentiel, avec un président qui puisse notamment être un arbitre, qui puisse être élu au suffrage universel pour avoir ce rôle d'arbitre et cette légitimité, et notamment dissoudre l'Assemblée si elle ne fonctionne pas. Alors, ça c'est un point de divergence, mais les discussions se poursuivent pour essayer de trouver un consensus. Autre point de divergence qui a été plus profond, c'était le point qui concerne les sources de la loi. Alors, les sources de la loi, le parti Ennahda, qui est un parti islamiste, comme chacun sait, était favorable à ce que soit inclus dans les sources de la loi, soit inclus que la charia islamique soit inscrite dans les sources de la loi. Nous n'étions pas favorables, nous étions favorables à ce que l'article 1er de la Constitution, qui dit que la Tunisie est un État dont la langue est l'arabe et la religion est l'islam, reste tel quel et qui était l'article 1er de l'ancienne Constitution, et qu'on s'arrête là.
sachant que les lois tunisiennes ont été, depuis l'indépendance, inspirées d'une certaine manière de l'islam, mais d'un islam ouvert, d'une lecture ouverte de l'islam, d'une lecture, je dirais même tolérante, voire progressiste sur beaucoup de points. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit, dans d'autres pays qui se réclament aussi de l'islam, qui se réclament aussi et qui disent que leur constitution se réclame de l'islam, comme ce qu'on voit en Arabie Saoudite, comme ce qu'on voit en Iran, en Afghanistan ou au Pakistan. Bon, c'est vrai que le point important à préciser par rapport à votre question pour nous, ce qui est fondamental, c'est de dire que la seule lecture de l'islam que nous acceptons, c'est l'islam de Tunisie qui est inspiré de ce qu'on a connu depuis l'indépendance grâce au président Bourguiba et ce qu'on a connu d'avant l'indépendance grâce à ce qu'on peut appeler le mouvement réformiste tunisien, qui a notamment eu parmi ses... sachez que la Tunisie est le premier pays à avoir adopté une constitution sous les baies en 1861, qui a notamment aboli l'esclavage, et il y avait l'illustre penseur Tahar Haddad qui était un des grands aspirateurs de l'émancipation de la femme tunisienne. Et ça, il n'est pas question de venir dessus. Voilà. Si vous voulez, tant qu'on est sur la question de la religion, Salim Ben Abdeslam, une question épineuse en Tunisie dont on ne connaît pas la véritable ampleur, c'est le phénomène salafiste vu d'ici. C'est assez difficile à évaluer, donc je vous pose la question, monsieur le député, le phénomène salafiste est-il à l'heure actuelle de nature à inquiéter la Tunisie, le pays et sa population ? Personnellement, je crois qu'il y a certaines choses auxquelles on a assisté qui sont des choses inquiétantes. Je le dis clairement, des choses qui sont inquiétantes, c'est un refus de la démocratie, un refus de la diversité, un refus d'une vie d'un mode de vie qui soit différent de ce que prônent ces courants intégristes durs, il faut dire les choses comme elles sont, des courants qui se caractérisent par un refus de la tolérance, et ça, nous n'en voulons pas, effectivement. Alors certains ne recourent pas à la violence et ne prônent pas la violence, vous allez dire encore heureux, oui c'est vrai, mais d'autres d'autres peuvent prôner la violence ou peuvent prôner des pratiques qui sont antidémocratiques, voire très attentatoires aux droits de l'homme et en particulier aux droits de la femme. Il y a des gens qui s'arrogent le droit d'arrêter des gens dans la rue et de leur dire que leur comportement n'est pas conforme, je ne vais pas dire à l'islam parce que ce serait une insulte à l'islam de dire ça, à leur vision de l'islam, qui est une vision, je dirais, qui n'est pas une vision qui n'est pas la vision juste, qui est une vision intégriste et intolérante au possible. Et on voit ce que ça a pu mener dans d'autres pays, et ça c'est clair que nous n'en voulons pas en Tunisie. C'est-à-dire en démocratie, comme vous le savez, on fait l'expérience partout, tous les courants ont le droit de s'exprimer tant qu'ils n'appellent pas à la haine, tant qu'ils n'appellent pas à la violence, tant qu'ils n'appellent pas à s'en prendre à autrui ou à limiter la liberté d'autrui. Voilà, moi, je ne suis pas le seul à dire ça. Je vois par exemple que le Premier ministre et le président, le ministre de l'Intérieur, qui est M. Ali Al-Raïd, qui est issu du parti Ennahda, lui-même a reconnu que les courants salafistes représentaient aujourd'hui un danger en Tunisie. Voilà, clairement, c'est pas seulement des gens de mon parti ou de ma mouvance qui le disent, c'est aussi des gens du parti Ennahda et le ministre de l'Intérieur en personne qui représentait un danger et que l'islamisme violent pouvait effectivement nous conduire à un affrontement. Ça, effectivement, nous n'en sommes pas encore là, même s'il y a eu des groupes salafistes que l'armée tunisienne a dû neutraliser. J'en profite pour saluer nos soldats qui ont mené un combat contre ces gens-là, qui étaient des terroristes, il n'y a pas d'autre mot. Et nous espérons faire en sorte que des choses comme ça ne se reproduisent pas. Voilà, je pense qu'un peuple doit être uni. Ce qui peut unir un peuple, c'est des valeurs communes, c'est aussi la tolérance, accepter que l'autre soit différent, et sûrement pas diviser le peuple en essayant d'imposer un mode de vue qui est très minoritaire en Tunisie, et qui ne correspond pas à ce que veulent la grande majorité des Tunisiens. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie ou non de la feuille de route de l'Assemblée constituante, parce que c'est une question qui revient souvent en Tunisie, c'est de la justice transitionnelle et le sort des anciens partisans de Ben Ali. Où en est cette question, Salim Ben Abdeslam ? Alors, effectivement, c'est une question qu'on doit traiter. On ne doit pas la laisser en suspens. Cela dit, comme vous imaginez, ce n'est pas une question facile et il y a énormément de choses à traiter en même temps. Car la Constitution, l'économie, il y a une situation économique qui n'est pas bonne, qui est peut-être en train de s'améliorer aujourd'hui, le tourisme repart, certaines entreprises repartent. Ça dit, il y a beaucoup de gens en Tunisie qui ont la vie dure et c'est vrai que c'est le principal tâche du gouvernement. Maintenant, la justice transitionnelle. Oui, effectivement, il faut arriver à des procès équitables, parce qu'on n'a pas fait une révolution pour ne pas consacrer la liberté, même pour les personnes qu'on peut considérer comme ses ennemis, des personnes qui ont été ses ennemis. Non, maintenant, la justice doit être juste et chacun doit avoir la peine qu'il mérite et pas une peine standard, je dirais, qui s'applique à tout le monde de la même manière. Chacun doit être puni ou
à la mesure des crimes ou des délits qu'il a commis et doit être acquitté s'il s'avère qu'il n'a rien commis. Si une personne n'a rien commis, effectivement, c'est normal qu'elle soit acquittée et tout cela suppose un procès et un procès approfondi. Maintenant, pour les prochaines élections, effectivement, on peut discuter, étant donné que tout le dispositif n'est pas encore mis en place et n'est pas un dispositif facile à mettre en place, c'est vrai qu'on peut discuter du maintien, de l'exclusion des ex-responsables du RCD des prochaines élections. C'est une question qui se pose effectivement. Ça a été le cas pour les dernières élections, ce qui semblait tout à fait logique, surtout qu'on n'avait pas le temps de mener de procès dans les jours qui ont suivi la Révolution, mais aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui doivent passer devant les tribunaux et être jugés en ayant la possibilité de se défendre, hein, bien sûr. On doit être avant-gardiste par rapport à ce qu'on veut consacrer dans notre Constitution. Alors, dernière question, Salim Ben Abdeslam, Ettakatol, votre parti est membre de l'Internationale socialiste. Je suppose donc que vous avez dû accueillir plutôt bien l'élection de François Hollande en France. Est-ce que cela peut faciliter à l'avenir des relations franco-tunisiennes qui ont été parfois troubles par le passé, pour ne pas dire plus, Salim ? Eh bien, nous l'espérons et c'est vraiment l'occasion. Bon, oui, effectivement, on est content de l'élection de François Hollande. Bon, pour ce qui concerne aujourd'hui les relations franco-tunisiennes, je pense que c'est une chance extraordinaire qui s'offre à nous, à la fois pour les Français et pour les Tunisiens, et pour les Tunisiens de France en particulier, puisque on est au carrefour entre deux cultures. Non, les relations ont été mises à mal. C'est l'occasion aujourd'hui de retisser des relations saines. Nous espérons qu'en France, effectivement, aujourd'hui, s'il y a une nouvelle majorité qui est donnée à François Hollande de son bord, c'est-à-dire une majorité de gauche, il n'y aura pas de surenchère sur l'immigration comme ce qu'on a pu voir pendant la campagne électorale. Bon, une campagne où les thèses de l'extrême droite ont été légitimées, je dirais, ce qui nous a fait très mal, ce qui a pu faire très mal, je dirais, non seulement à nous de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi à beaucoup de Français qui rejettent ces valeurs. Et nous espérons aussi que les relations méditerranéennes se passeront sans passion et sans suspicion, je dirais. Sans suspicion vis-à-vis des étrangers qui voudraient venir en France, sans suspicion vis-à-vis des étudiants étrangers qui enrichissent la France, contrairement à ce que on voit, cet abominable circulaire géant que François Hollande s'est engagé à abolir. Avoir peur des étudiants étrangers, c'est vraiment ne pas avoir conscience, et ça c'était la France de Sarkozy n'avait pas conscience que la France était malheureusement en train de perdre la bataille culturelle au niveau mondial en s'enfermant et en refusant l'entrée à des étudiants qui ne demandaient qu'à venir étudier en France, à prendre leur savoir là-bas et souvent en faire profiter leur pays en revenant là-bas. Cette circulaire va être abolie, je l'espère. C'est ce qu'on attend de ce gouvernement comme premier pas. On attend aussi au niveau mondial de nouvelles relations qui permettent un co-développement équitable, sachant que c'est l'intérêt de la France et l'intérêt de la Tunisie, l'intérêt de l'Europe et l'intérêt de l'Afrique de ce qui est ce co-développement, notamment les régions pauvres de la Tunisie dont on voit partir nombre de jeunes qui essaient d'immigrer en Europe, qui meurent en mer parfois et qui arrivent en Europe dans des conditions déplorables. On a vu ce qu'il en a été cet été, après la Révolution. Et on peut dire que développer ces régions-là, nous aider à développer ces régions-là, nous ne faisons pas l'aumône en Tunisie. Mais nous disons que c'est un intérêt commun. On sait que les relations internationales sont affaires d'intérêt. C'est un intérêt commun de l'Europe et de l'Afrique de développer les régions pauvres d'Afrique du Nord et d'Afrique. Eh bien, nous voulons ouvrir cette voie. Dernier mot, je dirais aussi, sur les relations, plus largement, j'ai parlé d'Europe, j'ai parlé d'Afrique, de monde arabe, je vais parler d'Orient et d'Occident. Ces relations ont été mises à mal par beaucoup de pouvoirs, je dirais, conservateurs en Europe ou aux États-Unis. Aujourd'hui, une nouvelle page peut s'écrire et cela commence aussi par une reconnaissance du grand pas qu'ont fait les peuples arabes en direction de la démocratie. Et nous attendons aussi une véritable reconnaissance de ce qui concerne la cause palestinienne. Aujourd'hui, s'il s'agit d'un peuple oublié qui cristallise aussi ce conflit du Moyen-Orient, est un conflit qui ne peut que, s'il se prolonge, que cristalliser la haine ou les mauvaises relations entre l'Orient et l'Occident, entre une partie de l'Orient et une partie de l'Occident. Aujourd'hui, François Hollande s'est engagé à reconnaître l'État palestinien. Nous espérons que ce sera un acte fondateur et que beaucoup d'autres dirigeants européens le suivront. Et que cette consécration des droits de l'homme et des droits des peuples ne s'arrêtera pas là, que ça se prolongera pour consacrer véritablement un droit des peuples à être eux-mêmes et à disposer d'eux-mêmes. Salim Ben Abdeslam, merci à vous. On vous dit à très bientôt sur Beurre FM. Je rappelle que vous êtes député de l'Assemblée constituante tunisienne, vice-président du groupe parlementaire Ettakatol. On est un petit peu en retard, il est bientôt 18h40. À suivre dans un instant la revue de presse du Forum Débat. Au programme ce soir, le sommet de l'OTAN, les élections législatives françaises, Manuel Valls et Christiane Taubira. On parle de tout ça avec mes invités et avec vous. À tout de suite.